L'impôt sur les sociétés a deux taux, un taux réduit qui est à 15%, tant que le bénéfice de la société, enfin le résultat net imposable de la société est inférieur à 42 500 euros. Ok. Et pour la partie qui excède ce seuil de 42 500 euros, on est à 25%. L'impôt sur le revenu, c'est les personnes physiques qui le payent sur la totalité de leurs revenus imposables Ok. dans une année, Mhm. du 1er janvier au 31 décembre, en fonction de leur foyer fiscal. Les chèques vacances, c'est peut-être un petit peu plus fun comme dépense, on peut payer certaines dépenses d'hôtel, de location de vacances, etc. Mais là, pour le coup, c'est 500 euros. Ça, c'est important de ne pas l'oublier. Vous en avez la capacité. Si vous avez ce Tout à type fait. de dépenses dans le foyer, pourquoi pas utiliser votre entreprise pour le faire. Comme c'est des remboursements de frais, il n'y a pas d'impôt dessus. C'est déductible du résultat à l'impôt sur les sociétés, bien entendu, puisque c'est une dépense dans l'intérêt de la société. Et c'est pas de la rémunération pour le dirigeant, donc il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il n'y a pas de charge sociale, c'est juste un remboursement des frais qu'il a avancés. Passer par le dispositif de l'épargne salariale peut être un outil extrêmement puissant, puisque l'entrepreneur peut en bénéficier, et on optimise fiscalement et socialement cette prime qui est versée sur le PE. Aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va parler d'un sujet qui va vous plaire, sortir de l'argent de sa société sans aucun impôt. On va parler de ça, et pour ça, j'ai Alexandre Chapotier, notre ingénieur patrimonial doublement diplômé, du chef d'entreprise notamment, des meilleurs masters en gestion de patrimoine de France. Vous avez juste à aller voir son CV, vous allez comprendre pourquoi il est là pour parler de ce sujet. De notre côté, Alexandre, on va parler de ce sujet qui va forcément plaire aux entrepreneurs. Comment on sort de l'argent de sa société en évitant la plupart des impôts, et même dans certains cas avec zéro impôt tout simplement. Premièrement, déjà, parlons des impôts. Qu'est-ce qu'il y a quand on est entrepreneur comme impôts, comme différents impôts? Puis t'inquiète pas, si t'en oublies, moi j'ai la liste, donc je vais te les rappeler. Oui. Alors, quand on est entrepreneur, on peut penser par exemple à l'impôt sur les sociétés, qui déjà est un impôt qui frappe la société, comme son nom l'indique, l'impôt sur le revenu, des différents impôts, la TVA sur la société, en tant que personne physique aussi d'ailleurs, puisqu'on la paye aussi en tant que personne Exactement. physique, bien entendu. On la collecte sur la société, on la paye en tant que personne physique. La CFE, par exemple. Tout à fait. Euh, Je l'avais même oublié, les prélèvements sociaux sur dividendes, les prélèvements sociaux, les charges sociales, l'impôt sur la fortune, il y en a partout. il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Est-ce que tu peux me détailler un petit peu, par exemple, l'impôt sur les sociétés, comment ça marche en termes de tranches? Oui. Alors pour certaines sociétés, il y a des conditions à remplir. L'impôt sur les sociétés a deux taux, un taux réduit qui est à 15%, tant que le bénéfice de la société, enfin le résultat net imposable de la société est inférieur à 42 500 euros. Ok. Et pour la partie qui excède ce seuil de 42 500 euros, on est à 25%. Et en fonction de la taille de la société, notamment si elle fait plus de 10 millions de chiffre d'affaires, on est à 25% sur la totalité. Ok, au niveau des charges sociales, ça fonctionne comment? SAS, SARL? Alors, au niveau des charges sociales, les charges sociales sont prélevées sur la rémunération, Ok. la rémunération professionnelle, et elles sont différentes, comme tu l'as dit, entre SAS et SARL, puisque le statut social du dirigeant n'est pas le même. Ok. SAS, on est assimilé salarié, on paye des cotisations sociales au régime général, et donc elles sont situées entre 75 et 80% du montant net que l'on perçoit avant impôt, Ok. à peu près. Et quand on est en SARL et qu'on est gérant majoritaire ou membre d'un collège de gérance majoritaire, on est travailleur non salarié, on cotise à la sécurité sociale des indépendants. Là, le taux de charge sociale est plutôt de l'ordre de 40-45% pour les rémunérations qui sont inférieures à 100 000 euros, puisque les cotisations sociales sont dégressives. Plus on se rémunère, moins elles sont élevées. Mais pour atteindre les taux à 30 ou 20%, il faut déjà se rémunérer plus de 70 000 euros net. Et c'est pour la partie de la rémunération qui excède ces seuils-là. Ok. De notre côté, en termes d'impôt sur le revenu, ça fonctionne comment? L'impôt sur le revenu, c'est les personnes physiques qui le payent sur la totalité de leurs revenus imposables Ok. dans une année, Mhm. du 1er janvier au 31 décembre, en fonction de leur foyer fiscal. Puisque en fonction de si on est célibataire, si on est en couple, on prend tous les revenus du couple, si on est en couple par exemple, pacsé ou marié bien entendu. Et ça fonctionne avec des tranches progressives. Une tranche à 0, une tranche à 11, une tranche à 30, une tranche à 41 et une tranche marginale à 45%, auxquelles peuvent s'ajouter d'autres contributions exceptionnelles comme la CEHR pour les hauts revenus ou la CDHR pour les hauts revenus également, mais qui arrivent à optimiser leur taux moyen d'imposition avec un arbitrage, notamment sur les revenus financiers qui sont soumis au PFU, prélèvement forfaitaire unique de 12,8%. Ok, on va parler du dernier impôt, puis après on aura fait le tour. La flat tax, ça fonctionne comment? La flat tax, qui fait partie de l'impôt sur le revenu, mais qui est une modalité particulière de prélèvement, puisque la flat tax, c'est ce fameux prélèvement forfaitaire unique de 12,8%, auquel s'additionnent les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine à 18,6% depuis le 1er janvier 2026 sur les dividendes, ce qui fait un taux global de 31,4% contre 30% auparavant. On a fait le tour. Maintenant, parlons des stratégies pour ne pas payer ou du moins éviter la plupart de ces impôts-là.
Commençons avec les emplois à domicile. On va parler des chèques CESU ici. On est entrepreneur. Pas mal d'experts comptables oublient de le dire à leurs clients, à leurs entrepreneurs qui gèrent leur société, qui peuvent se payer des dispositifs avantageux comme les chèques vacances et les chèques emploi-service universel. Oui, il y a une petite optimisation à aller chercher quand on est dirigeant d'entreprise à ce niveau-là. On peut acheter via sa société, comme tu l'as dit, des chèques CESU, des chèques vacances. Ce sont des moyens de paiement. Donc la société les achète pour le compte du dirigeant. C'est une charge déductible de l'IS, donc ça permet d'économiser de l'IS. Et la société les attribue au dirigeant sans que ce soit considéré comme de la rémunération. Donc pas d'impôt sur le revenu à payer, pas de charge sociale. Il y a quand même la CSG et la CRDS à payer. Et c'est exonéré, mais dans la limite de certains plafonds. On ne peut pas se rémunérer 100 000 euros en chèque CESU, bien entendu. C'est 2 500 euros à peu près par année sur des chèques CESU et 500 euros sur des chèques vacances. Ça permet de sortir 3 000 euros d'une société sans être à l'impôt sur le revenu et aux charges sociales. Et c'est déductible de l'impôt sur les sociétés. Donc c'est une petite optimisation, mais intéressante à aller chercher. Par contre, attention, c'est pour payer certaines dépenses. Les chèques CESU, c'est pas pour partir en vacances, c'est justement pour payer par exemple des prestations à domicile comme des employés pour le ménage ou de la garde d'enfants ou du jardinage, par exemple. Tout à fait. Les chèques vacances, c'est peut-être un petit peu plus fun comme dépenses. On peut payer certaines dépenses d'hôtel, de location de vacances, etc. Mais là, pour le coup, c'est 500 euros. Ok, ça c'est important de ne pas l'oublier, vous en avez la capacité, si vous avez ce type de dépenses dans le foyer, pourquoi pas utiliser votre entreprise pour le faire. Tout à fait, il ne faut pas oublier aussi que si on a des salariés dans l'entreprise, on doit le proposer aux salariés. Les deux dispositifs. Les deux dispositifs. Ok. De notre côté, il y a aussi pas mal de dirigeants qui me disent j'ai utilisé mon véhicule personnel, j'ai fait un aller-retour Nice-Dijon, et j'ai pas pensé à me faire d'indemnité kilométrique. Exactement. En fait, il y a beaucoup de dirigeants qui engagent des dépenses personnelles dans l'intérêt de leur entreprise sans s'en rendre compte, notamment le véhicule, comme tu l'as dit, pour se déplacer, pour aller à des rendez-vous clients, des choses comme ça, et qui oublient que en fait, ces dépenses-là ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et qu'ils ont le droit d'en obtenir le remboursement. Et c'est notamment le cas de la voiture, puisque c'est un sujet qui revient quand même fréquemment, et les fameuses indemnités kilométriques, qui en fait sont juste le droit pour le dirigeant d'être remboursé par la société des frais qu'il a engagés au titre de ses déplacements en voiture dans l'intérêt de la société. Et ça, comme c'est des remboursements de frais, il n'y a pas d'impôt dessus. Il y a pas de, c'est déductible du résultat à l'impôt sur les sociétés, bien entendu, puisque c'est une dépense dans l'intérêt de la société, et c'est pas de la rémunération pour le dirigeant, donc il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il n'y a pas de charge sociale, c'est juste un remboursement des frais qu'il a avancés. Oui, puis c'est très simple. Normalement, votre comptable vous donne un tableau où vous pouvez le faire directement sur l'État, sur impôt.gouv. Vous allez très facilement trouver les barèmes kilométriques et puis vous mettez le nombre de kilomètres que vous avez fait, vous mettez le nombre de chevaux fiscaux de votre voiture. En 2-3 clics, vous avez le montant sur lequel vous pouvez vous faire rembourser. Après, il faut bien le déclarer. Il faut pas faire ça en 2 secondes, il faut prendre le temps de bien de le faire avec votre comptable, sinon ce sera pas déductible. En plus de ça, vous pouvez vous faire rattraper. Donc non, le but c'est de prendre le temps quand même de bien le faire. Bien sûr. Maintenant, le gros dispositif dont je voulais qu'on parle aujourd'hui, c'est le plan d'épargne entreprise, que beaucoup d'entrepreneurs oublient de mettre en place alors qu'ils ont des salariés en place. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ça ? Bien sûr, le plan d'épargne d'entreprise, c'est un dispositif d'épargne salariale. Donc, on le rappelle, l'épargne salariale, c'est le partage de la valeur au sein d'une entreprise. On le partage bien entre les dirigeants et les salariés, c'est important. Le plan d'épargne d'entreprise n'est qu'une modalité de ces possibilités de partage. Qu'est-ce que c'est ? Le plan d'épargne d'entreprise, c'est un dispositif d'épargne dans lequel on peut verser notamment certaines primes accordées par l'entreprise, comme la participation, l'intéressement ou encore l'abondement de l'entreprise. Donc, l'épargne salariale, ça permet de distribuer les bénéfices, de répartir les bénéfices de l'entreprise avec les salariés dans des conditions fiscales et sociales très avantageuses, notamment sur le PE, puisque les primes que l'on verse via l'abondement, via l'intéressement, via l'intéressement, via la participation, via l'abondement sur le PE, sont exonérées de charges sociales et sont déductibles de l'impôt sur les sociétés au niveau de l'entreprise, sont exonérées de charges sociales, hormis la CSG, la CRDS, bien entendu. Et si, sous réserve de respecter certaines modalités, peuvent être exonérés d'impôt sur le revenu aussi pour le bénéficiaire. Que le bénéficiaire soit le salarié ou le chef d'entreprise, ou les deux. Quand je t'entends, c'est génial pour l'entrepreneur et pour le dirigeant, pour l'entrepreneur et pour le salarié. Tout à fait. En fait, plutôt que d'attribuer une prime directement aux salariés, passer par le dispositif de l'épargne salariale peut être un outil extrêmement puissant puisque l'entrepreneur peut en bénéficier et on optimise fiscalement et socialement cette prime qui est versée sur le PE. En contrepartie,
les sommes sont bloquées 5 ans. Ou alors, certains cas de déblocage Sauf cas de anticipé, comme l'achat de la résidence principale, le départ de l'entreprise aussi, ou des choses comme ça. Et est-ce que ces cas de déblocage anticipé entraînent l'impôt sur le revenu ? Sur le PE, non. Donc c'est quand même génial aussi. Oui. C'est vrai que si on a une acquisition de résidence principale, on verse sur le PE, 6 mois après on débloque. Exactement. Il y en a pas mal qui le font, hein. On le voit nous en entreprise. Bien entendu. Et puis, de la rotation, des gens qui s'en vont au bout de 2 ans d'une entreprise, Exactement. peuvent retirer leur somme du PE sans aucune imposition, et ça optimise forcément la sortie de l'argent d'une entreprise. Ok, et quand on va sur un PE, on est d'accord qu'ensuite on place l'épargne, et s'il y a des gains sur cette épargne, la fiscalité c'est la flat tax. Exactement. Ok. Cette enveloppe, le PE, malgré son nom, c'est une enveloppe d'investissement. Derrière, comme toute enveloppe d'investissement, on pourrait parler du contrat de capitalisation pour les personnes morales, de l'assurance vie, du PER. Toute enveloppe d'investissement doit être gérée et on peut investir sur certains fonds en fonction du PE qu'on a, sur une gamme de fonds plus ou moins large à ce niveau-là, et faire fructifier cette épargne en ayant construit une allocation d'actifs qui nous correspond, etc., etc. Mais ça, c'est le principe de l'investissement. Ok, avant de continuer de vous donner un exemple chiffré, je vais vous demander de continuer à vous abonner à notre chaîne YouTube, à Spotify, Apple Podcast. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter le contenu, j'y répondrai personnellement à chaque commentaire. En tout cas, merci à vous d'être toujours aussi nombreux. Allez, on repart sur du chiffré. De notre côté, moi j'ai fait un exemple chiffré de ce que tu viens de dire. On a l'option pour la prime vs l'option pour l'abondement sur un PE. On va mettre 3 000 € de chaque côté. Si on fait 3 000 € de prime, en termes de cotisation patronale, on va payer 1 350 € dessus. Donc déjà, le coût pour l'entreprise, c'est 4 350 €. Je vous passe les détails ensuite, mais on passe de 4 350 € coût entreprise à 1 582 € net pour le salarié. Bien sûr. Concrètement, c'est 30-35% qui arrivent dans la poche du salarié. C'est horrible, hein, parce que la tranche marginale d'imposition est à 30% et qu'on a déjà utilisé les tranches à 0 et 11%. Maintenant, regardons, deuxième option. Je mets ça sur un PE, je bloque l'épargne sur 5 ans potentiellement, sauf cas de sortie anticipée. Les 3 000 €, ça me coûte combien ? Ça me coûte 3 000. Donc déjà, ça me coûte pas 4 350. Et alors le salarié, au bout de 5 ans, il est exonéré de son côté de base sur l'abondement de cotisation sociale, exonéré d'IR aussi au bout de 5 ans. Il paye un petit peu de CSG, CRDS. Concrètement, il lui reste 2 709 € pour 3 000 € de l'entreprise. 90% de ce que vous avez donné et de ce que ça vous a coûté va dans les poches de votre salarié. Maintenant, je vous regarde aussi, vous allez me dire oui, c'est bien pour le salarié, mais c'est aussi très bien pour vous. C'est-à-dire que ça, c'est aussi le cas pour vous. Il n'y a pas d'autres impôts qui s'ajoutent pour l'entrepreneur, et ça, c'est intéressant. Tout à fait. C'est extrêmement puissant comme outil au niveau fiscal et social, parce que c'est dans un objectif de redistribution, il faut bien le dire, et ça comporte la contrainte d'être accessible à tous les salariés aussi. On ne peut pas individualiser une prime sur le dispositif de l'intéressement avec un salarié et pas un autre. Donc c'est pas des primes au mérite, entre guillemets. Là où une prime, comme la première que tu as citée, qui sera soumise aux charges sociales, à la fiscalité, etc., peut être individualisée. Tout à fait. Et point important aussi sur le PE, on peut tout de même un minimum individualiser par des conditions d'ancienneté ou autre, on est d'accord ? Oui, on peut adapter le contrat, en fait, le versement de l'intéressement et de la participation avec des critères comme l'ancienneté, la proportion par rapport au salaire. Tout à fait. Il est possible de faire un contrat sur mesure pour individualiser dans certaines proportions, comme tu l'as dit, bien mentionné. Ok, dernier point, et là c'est un point qu'on aborde pas mal en podcast, le fameux régime mère-fille, où là on évite la fameuse flat tax. Donc parlons-en un petit peu. Oui, tout à fait. Alors ce régime-là, qui pour le coup ne concerne plus les personnes physiques, concerne les sociétés holding, donc concerne l'entrepreneur qui aurait une société holding, permet de faire remonter les dividendes, la quote-part de dividendes qui doit aller à l'entrepreneur. Alors s'il a 100% de la société, ce sera 100% des dividendes, bien entendu, dans une société holding, en étant très faiblement fiscalisé, puisque le régime mère-fille permet de n'être taxé que sur 5% des dividendes qui remontent dans la holding, taux d'IS maximum qui est de 25%, ce qui fait une fiscalité maximum de 1,25% contre 31,4% pour la personne physique, dans un objectif de réinvestissement. Et là, on retombe sur l'intérêt de la holding comme un outil de capitalisation et de réinvestissement, puisque si on ressort tout de suite de la holding pour percevoir les dividendes, ça n'a aucun intérêt. On s'est juste pris un frottement fiscal de 1,25 en plus. Exactement. Puisque la sortie de la holding vers la personne physique sera la flat tax. Mais par contre, pour réinvestir, notamment sur une longue période, c'est extrêmement puissant et ça permet de faire de l'effet de levier, par exemple l'immobilier, dans des très bonnes conditions, et de capitaliser, de maîtriser sa tranche à 30% au hasard dans l'impôt sur le revenu, et de capitaliser l'excédent dans un objectif futur, et de faire de nouveaux projets, par exemple professionnels. Si Exactement, on a des volontés d'investissement professionnel via la holding, autant le faire avec de l'argent
qui n'a pas déjà subi la fiscalité de l'impôt sur le revenu et des charges sociales, et de le faire avec un maximum d'argent, puisqu'il y a eu des faibles frottements fiscaux et sociaux. Ok, et point important par rapport à ça, je reprends un exemple. Personne physique, je me distribue 100 000 euros de ma société vers une personne physique. Je choisis la flat tax, on peut aussi choisir l'option barème, on va prendre l'option de la flat tax. 31,4% d'impôt, 68 600 euros dans ma poche. Maintenant, je fais le régime mère-fille et j'ai que 100 000 euros de résultats qui remontent. J'ai un impôt sur la société qui sera à 15% sur les 5% qui remontent. Et donc, je vais payer 750 euros d'impôt. Il me reste 99 250 euros dans ma poche. Dans ma poche, non, mais dans la poche de ma holding. Oui. Et donc, ces 99 250 euros, c'est 31 000 euros de plus que en dessous en tant que personne physique. Effectivement, c'est 31 000 euros de plus, c'est peut-être un projet immobilier, un apport en plus, c'est peut-être un projet immobilier en plus avec de l'investissement locatif et de l'effet de levier. Effectivement, le régime mère-fille, on évite la flat tax, donc on supprime la flat tax, mais si on redistribue les 99 250 et qu'on tape la flat tax, on a un peu moins que si on était distribué dès le départ. Donc attention, ne pas faire une holding pour me dire qu'on veut se distribuer des dividendes au-dessus, enfin la totalité de ce qu'on fait remonter, ça serait complètement idiot. En fait, on ne la supprime pas, la flat tax, on la décale Exactement. dans le temps, et encore une fois, dans un objectif de capitalisation, d'investissement. La holding peut aussi être utilisée dans une optique de transmission. On retrouve toute la souplesse et l'intérêt de la holding comme encore une fois, comme outil de capitalisation et de maîtrise de ses flux, mais à utiliser intelligemment en fonction de ses objectifs, de ses projets. Et ça peut être un outil extrêmement puissant pour les futures créations d'entreprises. Exactement. Dernier point, et comme ça on aura fait le tour des impôts et de comment éviter quelques impôts, le régime de titre de participation, d'acquisition. On achète une entreprise. Je prends un exemple. Moi, j'ai créé Bonnet Doyen Conseil. Demain, je revends Bonnet Doyen Conseil 500 000 euros. Je suis personne physique. Je paye la flat tax. Tout à fait. 31,4. Ça me fait plus de presque 155 000 euros qui partent à l'État. Il me reste 345. Maintenant, j'ai acheté Bonnet Doyen Conseil à l'époque avec une société. Donc là, je reprends un exemple plus simple. Tu as fait le fameux régime mère-fille. Les 100 000 euros sont arrivés. Bam, on achète Bonnet Doyen Conseil pour 100 000 euros et on revend 600 000 plus tard. Même montant, 500 000 euros de plus-value. Comment ils sont imposés ces 500 000 euros de plus-value si on bénéficie du fameux régime? On prend l'exemple de 500 000 euros de plus-value en tant que personne physique. Alors là, on sera à la flat tax. Comme j'ai dit juste avant, effectivement. Exactement. On sera 500 000 euros de plus-value sur une holding qui détient au moins 5% de la société d'exploitation, c'est important. Là, pour le coup, on sera au régime, comme tu l'as dit, des titres de participation, et qui permet de n'être imposé cette fois que sur une quote-part de la plus-value. Et on retrouve un peu le fonctionnement du régime mère-fille. C'est pas les mêmes pourcentages, c'est-à-dire que là, pour le coup, ce sera 12% de la plus-value qui seront imposés dans la holding, au taux maximum de l'impôt sur les sociétés potentiellement, qui est de 25%. Et donc, 12% de la plus-value imposée au maximum à 25%, ça fera une fiscalité maximum de 3%, et donc 97% à réinvestir au niveau de la holding. Et pareil que pour le régime mère-fille, on n'a pas supprimé la flat tax, on l'a décalée dans le temps. Et si au moment de la revente de cette entreprise, on a envie d'investir dans de nouveaux business, on a 97% à réinvestir au lieu de 68,6%. Bah là, tout à l'heure, c'était effectivement, il me restait 345. Dans l'autre cas, il me restait 490. Donc effectivement, il y a une énorme différence. Exactement. Et puis, il peut y avoir d'autres intérêts à la holding, on n'en parlera pas forcément aujourd'hui, mais avec des techniques comme l'apport-cession. Quand on a envie, quand on est en phase de cession d'une entreprise, on peut apporter les titres à la holding, les céder et réinvestir pour limiter la fiscalité et avoir un maximum à réinvestir dans un nouveau business. Ça peut être un outil de souplesse intéressant également. Et puis j'ai envie de dire qu'il y a un autre impôt dont on n'a pas parlé, mais c'est l'impôt sur les successions. C'est des choses effectivement qu'on pourra évoquer dans d'autres podcasts, mais l'impôt sur les successions, on peut également aussi bien l'optimiser quand on est bien accompagné. Merci beaucoup Alexandre pour ce podcast. Merci également à vous d'être toujours aussi nombreux à liker, partager, commenter le contenu. N'hésitez pas surtout à vous abonner. Vous le savez, un simple abonnement pour nous, c'est savoir en fait que vous appréciez le contenu et que vous voulez continuer à nous suivre toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup et à bientôt.